Première résolution de 2021, soigner un petit peu la qualité des vidéos. Bonne année déjà, parce que c'est la première vidéo que je filme en 2021. L'update lecture, je l'avais filmé avant Noël, donc ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo en plus. Je vous retrouve parce que je n'avais pas encore fait mon bilan de l'année livresque 2020, et donc j'ai décidé de faire un tag à la place, le tag de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Donc le titre du tag c'est 12 questions pour un bilan de l'année livresque. Donc je remercie Séverine pour la création de ce tag parce que je pense l'utiliser en fin d'année parce qu'il me correspond bien et puis j'arrive à parler de pas mal de choses dont je voulais vous parler depuis la fin de l'année. Donc let's go! Alors la première question, combien de livres as-tu lu cette année? Eh bien j'en ai lu 62. Alors ça peut paraître peu pour certaines personnes ou énorme en fait, ça dépend de quel type de lecteur on est. Pour moi c'est la première fois, c'est la première année en tout cas que je lis autant. D'habitude je lisais 10-15 livres par an et là sûrement avec la création de la chaîne et puis même moi j'ai décidé de me mettre à la lecture plus sérieusement. Tout ça a fait que j'ai un rythme de lecture plus rapide et je lis plus facilement. Je me trouve du temps pour lire, même si c'est pas encore tout à fait ça et que je pense que je pourrais encore avoir plus de temps pour lire. Là, je m'en suis dégagé pas mal du temps et donc avec la création de la chaîne et puis toute la motivation que je peux trouver aussi à lire pour ensuite tourner des vidéos, ça me plaît beaucoup et c'est pour ça que j'ai lu autant de livres cette année. Donc pour moi, 62 livres, c'est beaucoup en un an. Je me suis fixé un objectif Goodreads à 60 livres. Du coup, comme je sais que je peux faire 62 livres et que là, depuis le début de cette année, je lis à mon même rythme que l'année dernière. Donc je pense pouvoir faire 60 livres, en plus avec quelques graphiques pour compenser au cas où j'arriverai pas trop au challenge. Mais voilà, je me mets pas la pression non plus, ça sert à rien de se mettre la pression et je pense que je vais le réussir en plus. Enfin, j'espère parce que j'ai envie de lire plein de livres. La deuxième question, quel genre littéraire as-tu le plus lu? Eh bien, cette année, en fait, étonnamment, j'ai lu énormément de thrillers et de romans policiers. Alors, c'est dû au fait surtout que j'ai lu toute la saga Pendergast de Preston and Child. Cette saga, elle compte 19 tomes. Et en plus de ça, j'ai lu d'autres livres de Preston and Child qui font des romans policiers et thrillers, notamment la saga Gideon Crew, je l'ai lu en entière cette année, qui fait 5 tomes. Donc, sachant que j'ai lu la plus grosse majorité de la saga Pendergast cette année, je pense 10 romans plus les 5 tomes de Gideon Crew plus quelques nouvelles. Là, en tout cas, je pense qu'on est à 19 livres rien qu'avec la saga de Preston and Child. Et en plus de ça, en fait, je me rends compte que je lis beaucoup de policiers thrillers. Ce qui est étonnant parce que là, depuis quelques mois, je me dirige plus vers des lectures SF. Donc quand j'ai vu le bilan, ça m'a vraiment étonné. Mais voilà, j'ai lu énormément de livres policiers et thrillers. Alors en nombre, ça fait 28 livres policiers thrillers. Honnêtement, je pensais qu'il y aurait plus de SF au moins. Mais c'est vrai que la SF, je m'y suis mis assez tardivement dans l'année. Par contre, pour cette année 2021, je pense que ça va être mon principal objectif de lire presque uniquement de la SF et peut-être me mettre à la fantasy. En tout cas, 2021, je compte faire beaucoup de lectures SF. En parlant de lecture SF, cette année, j'en ai fait que 10 des dystopies SF. Donc c'est peu, c'est un sixième de mes lectures, mais comme je vous disais, je m'y suis mis assez tard. J'ai lu aussi 6 contemporains classiques, dont La chaîne d'amour de Daphné du Maurier, Kafka sur le rivage de Haruki Murakami, que j'ai bien aimé, mais ça a été une lecture très compliquée, je ne connaissais pas Murakami, et je trouve que pour entrer dans son œuvre quand on ne connaît pas ce genre de littérature, surtout que là c'est de la littérature japonaise, je crois que c'est ça. Hein. C'est une littérature particulière, faut se mettre dedans, faut comprendre le réalisme magique aussi, qui est la patte de Haruki Murakami. Faut se mettre dedans. Et Kafka sur le rivage, moi j'avais bien aimé mon expérience. Je pense que c'est un livre à relire en plus. C'est sûr, je le relirai plus tard parce qu'il y a des éléments que j'ai compris, d'autres que j'ai appréciés et d'autres moins. Et je pense que plus on lit et plus on avance dans le temps et dans la compréhension de lecture, plus on apprécie ce livre. Mais je pense qu'on ne peut jamais le comprendre à 100%. C'est vraiment assez barré, mais
C'était vraiment une bonne lecture. Bref, j'ai lu 6 contemporains et classiques, ce qui est assez peu. J'espère en lire encore plus en 2021. Sinon, j'ai lu que 7 romans fantastiques. Ça m'étonne aussi parce que c'est un peu mon genre de prédilection. Quand j'étais adolescent, je lisais beaucoup ça, évidemment, avec tous les Stephen King. Et ça m'étonne aussi de ne pas avoir fait plus de lectures fantastiques. Pour cette année 2021, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait en fait des lectures policiers et thrillers au minimum, c'est-à-dire que je lise principalement de la SF, des contemporains, des classiques et du fantastique, et que à la limite le policier thriller, ça soit que 10% de mes lectures. J'aimerais bien plus les varier parce que là, il y a trop de policiers de thrillers et au final, j'ai pas lu assez dans la variété en tout cas. Sinon, à part ça, j'ai lu 8 BD graphiques, donc ça aussi c'est assez peu. Mais l'année dernière, j'avais quand même, l'année donc 2019, j'avais quand même dévoré Sandman de Neil Gaiman. Et c'est bête que j'ai pas eu la chaîne à cette époque parce que sinon je vous en aurais parlé. C'est vraiment une saga de comics que je vous recommande. Donc là, on n'est pas dans l'année 2020, mais vraiment, moi, c'est la saga de comics que je me souviens encore cette année. J'adore, je pense que c'est une de mes plus belles lectures graphiques de ma vie, Sandman. C'est riche, c'est puissant, il faudra que je vous en reparle de toute façon. Et autrement, j'ai lu 3 autres livres différents, du théâtre, de la poésie, et un livre, Le Guide de l'imaginaire, dont je vous ai déjà parlé. Je vais essayer de remédier à ça en 2021, de lire plus de variétés, plus de SF surtout. J'ai envie de lire de la SF cette année, et j'essaierai de faire ça. La troisième question, c'est mes 3 meilleures lectures de cette année. Alors, moi, quand j'ai réfléchi à cette question, il y en a 3 qui s'illustraient clairement. Les 3 meilleures lectures de cette année, c'est aussi 3 découvertes de 3 auteurs. C'est aussi 2 lectures SF et une lecture classique. C'est pour ça que je vous dis que je vais peut-être diminuer ma consommation de policiers et de thrillers parce que moi, je trouve plus mon compte dans les littératures de l'imaginaire, j'ai l'impression, et aussi dans les classique, il faut croire. La première claque de cette année, ça a été Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Ma première découverte de l'auteur, mon premier roman de SF, si je dis pas de bêtises. Chroniques martiennes, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne. C'est l'occasion de le faire. C'est un fix-up en fait, un recueil de nouvelles, mais dont les nouvelles sont liées l'une à l'autre et qui forment au final une histoire. Cette histoire, c'est la colonisation de Mars par les humains. Mais c'est pas que ça en fait. Il y a une palette dans le genre qui est assez impressionnante dans ce recueil, dans le genre, dans les thèmes explorés. On parle de la colonisation donc principalement. D'ailleurs c'est une sorte de critique de la colonisation, le racisme. Bradbury c'était un humaniste je pense parce que il y a un texte dans ce recueil qui est anti-raciste. Qui prône l'égalité entre les noirs et les blancs. Surtout, Bradbury a fait quelques textes comme ça, mais c'est le premier qu'il a fait, en tout cas dans un recueil de nouvelles. C'était génial. Toute cette lecture était poétique, je vous l'ai déjà dit, mais l'écriture de Bradbury, elle est légère, elle est très poétique, c'est magnifiquement écrit, c'est très léger et c'est jamais de la SF pure et dure en fait. C'est un moyen de faire sortir un peu le lecteur de sa zone de confort, en quelque sorte, et de proposer des récits plus généraux sur des thèmes qu'on aborde tous les jours, la solitude, la nostalgie de l'enfance, le racisme, la colonisation, bref. Bradbury, dans ce recueil, il parle de thèmes qui lui sont chers et d'une façon géniale avec cet aspect de Mars. Mars qui à l'époque était et qui est encore à notre époque, une planète assez inaccessible. On s'y projette pas, mais ça permet de voyager et en même temps d'aborder des sujets très terrestres. Bref, c'est une lecture qui m'a bouleversé vraiment. Bradbury, je vous l'ai déjà dit, mais je vais lire tous ses livres parce que ça a été une claque. Et Chroniques martiennes, pour moi, ça a été la première vraie claque de cette année. Ça m'a retourné, j'étais heureux à la fin de cette lecture. Ça m'a bouleversé. C'est un livre marquant et je vous le recommande fortement. Le deuxième livre qui m'a marqué, c'est La chaîne d'amour de Daphné du Maurier. Je vous en ai déjà parlé dans mon deuxième update lecture, donc je vous mettrai le lien dans le petit i. Et voilà, je vous en ai déjà pas mal parlé. C'est un classique, enfin un classique, non, c'est le premier roman de Daphné du Maurier. Je ne sais pas si on peut appeler ça un classique, mais en tout cas c'est un roman gothique qui parle d'une famille, la famille Combes, une famille de je sais pas comment dire, bateliers, de fabricants de bateaux. On va suivre toute cette famille sur 4 générations pendant tout le roman.
C'est une histoire d'amour de la mer, une histoire de femmes fortes, et c'est vraiment génial. Moi, je l'ai fait durer un mois, cette lecture, et j'ai adoré chaque chapitre, chaque mot qui est dit, j'ai vraiment adoré cette lecture. Daphné du Maurier, en tout cas, je continuerai à la découvrir en 2021, et dans les futures années, j'ai envie de lire tous ces romans, tous ces recueils de nouvelles, pareil. En fait, ça me fait ça, dès que je découvre un auteur pour lequel j'ai beaucoup d'affection, dans l'écriture en tout cas, bah, j'ai envie de lire tous ces livres. Et là, c'est le cas pour Daphné du Maurier. Elle m'a carrément transporté avec La chaîne d'amour, ou L'amour dans l'âme, comme je vous l'avais dit. Euh, et c'était monstrueux comme lecture. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez en savoir un peu plus. Et ma troisième et dernière claque de cette année, c'est une claque SF, un monument de la SF. C'est Hyperion de Dan Simmons. Pareil, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo que j'ai sortie, l'update lecture. Et comment vous dire, c'était monstrueux. Je pense que c'est aussi un livre qui va bouleverser ma vie de lecteur et aussi un petit peu ma vie à une échelle minime, mais ça l'a quand même bouleversé. C'est-à-dire que c'est une vraie porte d'entrée pour moi dans le monde de la SF, et c'est pour ça que je vous dis que j'ai envie de lire plus de SF en 2021, parce que Hyperion m'a marqué. C'est un récit dense, riche, et j'ai jamais lu un récit aussi dense et aussi riche dans une littérature de l'imaginaire ou autre, en fait, dans un livre. Pourtant, Le Fléau de Stephen King, pour moi, c'était un des livres les plus riches et les plus denses que j'avais jamais lu, mais là, on est à un stade au-dessus encore. Dan Simmons, il y a une écriture très fouillé, très recherché, pas tant dans l'écriture et dans la prose, mais dans les sujets qu'il aborde, que ce soit la littérature, la poésie, les mathématiques, la science. C'est vraiment une SF complète avec des sujets importants, encore une fois. Hyperion, ça nous parle de religion, de colonisation, plus dans le deuxième tome que je suis en train de lire, mais déjà là, ça nous en parlait. Et tout ça autour d'un aspect futuriste, avec des inventions, des machines, un univers à part, un langage à part, ancré bien sûr dans notre monde, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la Terre, de l'ancienne Terre, des choses comme ça, donc on s'identifie à notre monde et on a des images qui se placent, mais c'est vraiment une lecture dense et il faut se concentrer. Mais une fois qu'on y est et qu'on est plongé dedans, je trouve que c'est superbe. Et franchement, c'est une des lectures, encore une fois, qui m'a le plus marqué cette année. La question suivante, c'est mes 3 pires lectures. C'est-à-dire que là, je vais vraiment parler de mes pires lectures et mes pires moments de lecture dans l'année, qui ne sont pas forcément des mauvais livres, mais pour moi, des mauvaises lectures. Bon, par contre, là, pour le premier livre, en tout cas la première saga, c'est vraiment, je pense, une mauvaise saga de romans, tout simplement. Je parle de la saga Gideon Crew de Preston and Child. Ça a été une énorme bouse. Gideon Crew, en fait, c'est un cambrioleur qui va être recruté par Ellie Glynn. Donc Ellie Glynn, on l'a déjà vu dans la saga Pendergast. C'est un peu long à vous expliquer, mais en gros, il dirige l'entreprise Defective Engineering Solutions, qui est en fait une entreprise qui simule les dangers et qui les anticipe. Et Gideon Crew, il va être un peu recruté comme l'agent à tout faire de cette société, et donc il va être embarqué dans des enquêtes plus ou moins crédibles. Bref, ça a été une énorme déception. Je trouve que le style est pas bon, les histoires sont pas bonnes, les personnages sont pas attachants et caricaturés au maximum, les relations sont complètement nul. En fait, c'est pas intéressant, c'est même pas crédible. Et puis, juste l'histoire, on comprend pas, ça sort de nulle part des fois. En fait, c'est très mauvais, c'est des romans d'aventure et d'action qu'on doit lire logiquement vite fait, qui est comme un peu tous les romans de Preston and Child, c'est leur patte, c'est-à-dire de faire des romans à suspense et qui se lisent vite. Mais là, pour le coup, ça se lit vite, mais on n'apprécie rien. Enfin, moi, personnellement, j'ai rien apprécié. Pas l'histoire, pas les personnages, pas l'intrigue, pas ce qui se passe, en fait. Voilà, c'est des romans très courts de 300 pages et je m'ennuyais en 300 pages et je trouve ça quand même pas terrible. C'est une mauvaise série. Les auteurs se sont loupés. Je ne vous la recommande pas du tout. C'est terriblement méchant ce que je vais dire, mais je sais pas si un lecteur quelconque peut apprécier ça. Pour moi, c'est juste pas bon, mais c'est pas grave. C'est juste pas bon du tout. Les auteurs se sont loupés. Et voilà. Mais donc ne lisez pas cette série, je ne vous la recommande pas. Lisez par contre la série Pendergast, dont je vous reparlerai dans une prochaine vidéo, et qui pour le coup marche mieux, beaucoup mieux même. J'ai adoré.
la série Pendergast, mais pour Jane Crew, et moi, c'est un énorme non. Ma deuxième pire lecture de l'année, c'est Les Soucieux de François Yin. Donc là, je vais pas trop m'éterniser parce que c'est un livre que Babelio m'a envoyé pour que je fasse une chronique dessus. C'est un livre que j'ai gagné, donc, et puis je l'ai gagné un peu par hasard. J'avais pas fait trop attention à ce dont il parlait. C'est un contemporain, donc ancré bien dans notre temps, qui va parler d'immigrés, et puis tout ça, ça se passe à Paris. Bref, je vous en ai déjà parlé dans un book haul que je vous mettrai encore une fois dans le petit i. Mais pour moi, ça l'a pas fait du tout. Mais ça, c'est que moi. C'est parce que c'est un style et puis une histoire que je voulais pas lire à ce moment-là et que j'ai pas du tout apprécié. Mais après, c'est que moi. C'est que mon avis et j'en dirai pas plus parce que juste, j'étais pas le lecteur concerné par ce genre de livre et je l'ai quand même lu. Donc je me sens pas légitime d'en parler encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit. Et pareil, ma troisième pire lecture de l'année. En fait, c'est pas un mauvais livre apparemment. Je vous en ai déjà parlé, pareil, dans le dernier update lecture. C'est L'oreille interne de Robert Silverberg. Mon premier Robert Silverberg. Si ça a été une mauvaise lecture, c'est que la traduction n'y était pas. Une traduction empreinte de racisme et de misogynisme. Et moi, misogynisme. Et moi, ça m'a complètement cassé ma lecture. Pourtant, le pitch de base était très bon, comme je vous l'ai déjà dit, mais ça m'a cassé en fait d'avoir autant de réflexions racistes. Donc, j'ai pas pu apprécier ma lecture. Mais là, c'est uniquement une faute de traduction. Donc, provisoirement, je lui ai mis une mauvaise note sur les sites sur lesquels j'écris mes chroniques. Et je sais que je vais changer la note parce que je compte le relire très bientôt. Peut-être en 2021 pour récupérer au plus vite cette lecture. En attendant, j'aimerais bien en découvrir un autre de l'auteur pour sortir un peu de tout ça. Parce que du coup, je connais l'histoire. Mais je sais pas, dites-moi lequel vous me conseillerez de Robert Silverberg pour que j'apprécie vraiment son style, son écriture, la plume et l'histoire qu'il raconte. Ensuite, on en est seulement à la cinquième question. La bonne surprise de cette année. Alors c'est un roman dont on ne parle pas beaucoup. Pourtant l'auteur est pas mal connu. L'auteur c'est Paul Auster. Donc Paul Auster, vous avez déjà dû en entendre parler si vous regardez un petit peu la chaîne de Pepper Palace, qui en parle beaucoup. C'est un de ses auteurs favoris. Et donc comme j'ai vu qu'elle en parlait beaucoup et qu'elle avait l'air de bien aimer, j'ai voulu tenter cet auteur avec un livre dont on n'entend pas beaucoup justement parler, et il s'agit de Monsieur Vertigo. Et pour le coup, ça a été pareil, une excellente lecture. Honnêtement, pour moi, ça a été un coup de cœur pour la plume de Paul Auster, un coup de cœur pour l'histoire qui est racontée, et ouais, un coup de cœur tout simplement, même si ça n'a pas été parfait en fait jusqu'au bout. Je dirais que les 50 dernières pages sont un petit peu moins bons que le reste, sans que ce soit une grosse dégringolade, c'est juste que ça n'a pas été du même niveau jusqu'au bout et on le sent un petit peu à la fin, mais ça reste quand même une très bonne histoire du début à la fin. Dans cette histoire, on va parler de... Alors, je ne me souviens plus des prénoms, mais un jeune homme, enfant, il va être adopté par une sorte de magicien. Un magicien qui va le recruter et qui va lui apprendre dans sa ferme, donc où il habite, à voler. On est dans les États-Unis des années 20. Et alors ça, déjà, j'ai adoré dans ce récit. Les personnages aussi, qui sont hyper bien bâtis, hyper attachants, que ce soit les mauvais comme les bons. C'est une histoire plutôt fantastique du coup, parce que le jeune garçon va apprendre à voler, à vraiment voler, à léviter au-dessus du sol. Et donc c'est une histoire un peu fantastique, mais pas tant que ça. C'est plus un prétexte pour aborder un peu la relation d'amitié qui va se lier entre ce magicien et le jeune homme. Et c'est magnifique. J'ai été vraiment ému par cette histoire. Et je pensais que ça allait être un énorme coup de cœur. C'est pour ça que je vous dis que les 50 dernières pages m'ont juste fait un petit peu retomber et me font dire maintenant que c'est juste un coup de cœur, ce qui est déjà pas mal. J'ai été franchement surpris par l'écriture de Paul Auster, qui est très simple. En fait, si vous voulez commencer un roman de cet auteur, bah déjà je vous conseille celui-là, qui me semble être hyper accessible. J'ai hâte de découvrir aussi l'ensemble de ses romans. Franchement, une excellente surprise. Et la sixième question, c'est ma déception de cette année. C'est une déception SF, enfin dystopie. Je m'y attendais un peu et c'est pas une complète déception. Il s'agit du Meilleur des mondes de Aldous Huxley. C'est ma première lecture en plus de cette année. Je me souviens, j'ai fini ce livre dans le train.
Je sais pas pourquoi je dis ça. Dans le meilleur des mondes, en fait, on va suivre des personnages, je me souviens plus exactement qui sont dans un monde futuriste dans lequel les bébés se font cryogéniser. En fait, ils naissent dans des bocaux, je ne sais pas comment on dit ça. Il y a toute la question de la parentalité, toute la question des êtres identiques. Donc, tous les bébés se ressemblent par classe. Il y a les classes inférieures qui sont moins intelligentes, qui servent plus aux travaux ménagers et tout ça, et les classes supérieures dans lesquelles les bébés sont plus intelligents, ont plus de pouvoir, ont plus de noblesse aussi. C'est un monde futuriste que nous décrit Aldous Huxley, et là-dedans il a mis des personnages et il a essayé de faire une intrigue. Et c'est ça en fait que je reproche au meilleur des mondes. Les idées d'Aldous Huxley sont vraiment effrayantes parce qu'elles sont justes. Ce roman a été écrit en 1935-45, bref, avant la Seconde Guerre mondiale je crois. Et déjà, il y avait des sujets que Aldous Huxley a anticipé en fait, notamment la bombe nucléaire. Je pense qu'il le décrit mieux dans son essai Retour au meilleur des mondes que je n'ai pas lu. Faudrait que je le lise après pour avoir un peu toutes les clés de ce récit. Et donc, dans le meilleur des mondes, en fait, ce qui, moi, m'a beaucoup plu et ce qui, en fait, est assez impressionnant dans ce livre, c'est que l'auteur prévoit certaines choses du futur, mais du vrai futur dans lequel on vit. Dans ses idées, et surtout dans sa préface, en fait, où il explique comment il a écrit ce livre, tout ça, à l'époque, il avait vraiment une vision de l'avenir qui est très proche de notre monde actuel. Et c'est assez effrayant, mais comment dire, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'intrigue et les personnages ne sont pas assez attachants. Pour moi, c'est vraiment le gros défaut de cette histoire, c'est que l'intrigue ne sert pas à grand chose et n'apporte pas plus que ce qu'apportent les idées de l'auteur. Donc c'est dommage parce que du coup on n'a pas de morale à la fin. C'est un peu comme si l'auteur avait tout balancé au début. Il y a toute une présentation du monde dans le récit aussi, mais pour nos lecteurs, dans lequel l'auteur explique un peu tout ce qu'il pense, lui, et tout ce qu'il prévoit dans le futur aussi, et tout ce qu'il imagine, mais après, ça n'évolue pas dans l'intrigue, et honnêtement, pour moi, l'intrigue ne sert un peu à rien. Les personnages ne sont absolument pas attachants. Ne lisez pas Aldous Huxley pour trouver des personnages attachants. Ça ne marchera pas. À la fin du livre, en fait, quand je l'ai refermé, mon sentiment était très mitigé. Je dis que c'est ma déception parce que je m'attendais vraiment à un gros coup de cœur. Même arrivé au premier quart du livre, je dirais, je pensais vraiment que ça allait être une des lectures les plus bouleversantes de ma vie. Mais en fait, les idées qu'il dit au début et qu'il décrit bien ne vont pas jusqu'au bout du récit. Et ça reste un récit à lire. Je vous le recommande fortement si vous n'avez pas lu ce roman dystopique d'Aldous Huxley. Lisez-le parce qu'il est très important. Mais par contre, ne vous attendez pas à une histoire bouleversante d'un point de vue purement fictionnel. Donc c'est pas une déception en tant que telle, c'est juste qu'il y avait tellement d'attentes dès le début du roman que moi c'est retombé vite après. Ensuite, la septième question, c'est le premier et dernier livre que j'ai lu cette année. Alors ça va être répondu en 2 secondes. Le premier livre que j'ai lu, c'est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Et le dernier, c'est Hyperion de Dan Simmons. Donc je finis l'année en beauté. Et ça tombe bien parce que la 8e question, c'est le tout dernier livre arrivé dans ma palle cette année, donc de l'année 2020. J'ai décidé de vous faire un tout petit book haul dans cette vidéo parce que j'ai un but en 2021, c'est de ne pas acheter de livres. Je vais vraiment essayer de faire un no-buy parce que j'ai 132 livres dans ma palle qui se situe là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Et pour moi, 132 livres, c'est beaucoup trop. J'ai besoin de vider ma palle pour me sentir mieux, même si c'est pas une grosse obsession. C'est juste que j'ai pas envie d'acheter plus que ce que j'ai déjà. Je trouve qu'après c'est de la surconsommation et enfin moi, je dis ça, c'est pour ma consommation personnelle de livres, mais après les gens font ce qu'ils veulent. Moi en tout cas, ça me gêne d'avoir autant de livres et d'en acheter encore plus et d'en avoir encore plus dans ma bibliothèque. Donc vraiment, cette année, je vais essayer de faire un no-buy, déjà avec peut-être les quelques services presse, avec les livres que je vais gagner et qu'on va peut-être m'offrir, et aussi les suites de saga, ça je les achèterai. Avec tout ça, déjà, je pense qu'il y aura pas mal de livres rajoutés dans ma palle et ça me suffit. Je vais essayer vraiment de vider ma palle
et qu'à la fin de l'année, je sois à 70 livres. Ce serait vraiment bien déjà si j'arrive à écouler donc 60 livres de ma page, ce serait super. Mon challenge Nobile se termine logiquement avec ce dernier mini book haul que je vais vous faire tout de suite. Donc c'est les livres que j'ai achetés en décembre et les livres aussi que j'ai reçus à Noël. Donc j'ai passé une commande Vinted en décembre, une commande Vinted de 2 livres qui sont apparemment 2 livres d'une duologie. Je les voulais dans cette édition. Les livres d'une duologie. Hors contexte. Ces livres, c'est Absalon et Orchéron ou Absalon, en fait je sais pas comment le dire, de Pierre Bordage. Là j'ai réussi à les avoir aux éditions La Talente. Donc pour l'histoire, je sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être de la fantasy ou de la SF. Pierre Bordage, je vous l'ai déjà dit, mais il a écrit plein de romans différents, il a écrit plein de récits. Et là du coup, j'ai une duologie, mais apparemment, je ne sais pas si c'est une duologie, parce que il me semble que le 2e tome, c'est pas la fin de cette série, donc à voir. Ce sera pas la saga que je vais lire juste après, là, mais en tout cas, elle va y passer comme tous les autres Pierre Bordage, mais celle-là, je me la réserve pour plus tard, pour déjà savoir si j'aime bien la SF de Pierre Bordage, parce que au final, je n'en ai pas encore lu de lui. Et dans cette commande, eh bien, la vendeuse m'a fait un petit cadeau qui est très gentil parce que bon, c'est une lecture que je vais sûrement faire. Il s'agit des autres dieux et autres nouvelles de H.P. Lovecraft. J'ai lu un recueil de nouvelles de Lovecraft que j'avais beaucoup aimé. Et là, pour le coup, c'est des récits qui ne semblent pas trop connus de l'auteur. Bon, c'est aux anciennes éditions Librio qui sont assez immondes. Mais en tout cas, c'est un très joli cadeau qu'elle m'a fait dans cette commande. Et puis bah, voilà, je vais lire ça vite fait. Et puis je pense que ça va être sympa. J'aime beaucoup Lovecraft. Faudrait que je vous en reparle aussi. Pour finir avec les livres d'occasion, un livre de SF que l'on m'a gentiment prêté, La planète des singes de Pierre Boulle. Ça aussi, c'est un récit de SF français, évidemment fondateur. Il y a eu les films que j'ai vus. J'ai pas tout vu, mais en tout cas, le film est très sympa, j'aime bien. Après, c'est pas non plus ce que j'adore, mais j'ai hâte de voir ce que Pierre Boulle, méchant nom. J'ai hâte de voir ce que Pierre Boulle. J'ai hâte de voir ce que Pierre Boulle a dit. Non, non, c'est trop drôle. J'ai hâte de voir ce que l'auteur. J'ai hâte de voir ce qu'il a écrit dans ce texte. Et voilà, je connais pas vraiment l'histoire du livre en fait. Je sais pas si le film a beaucoup adapté ce qui est dit dans le livre. Bref, apparemment c'est un conte écrit avec humour, donc pas sur la même tonalité que le film. J'ai hâte de découvrir ça également. Je vais passer aux livres qu'on m'a offert pour Noël. Alors j'ai reçu 3 livres et c'est 3 livres que j'adore. Les personnes qui me les ont offerts sont adorables et je les aime beaucoup. Voilà, je cale un petit message dans ma vidéo. Le premier livre, c'est ma copine qui me l'a acheté, donc c'est Dune de Frank Herbert qu'on voit énormément tourner en ce moment. Et j'ai la nouvelle édition, hyper belle, collector, voilà, elle tourne beaucoup sur les réseaux. Dune, c'est un roman également de SF fondateur que j'ai envie de découvrir. Après, je me suis dit, il y a 6 tomes dans cette série, et j'espère que Robert Laffont va tous les rééditer dans cette collection. Sinon, ce serait un peu bête d'avoir un tome super beau collector et le reste avec les vieilles couvertures. Donc, je la remercie encore pour ce superbe cadeau, et puis j'ai hâte de commencer Dune. Voilà. Donc quand je vous disais un no-buy, par exemple, si je commence Dune, je sais que j'achèterai les 5 autres tomes. Donc je sais pas si on peut véritablement appeler ça un no-buy. Les 2 autres romans que j'ai reçus à Noël, eh bien c'est ma petite sœur qui me les a achetés. Je lui avais en fait fait une liste d'une dizaine de romans qui me plaisaient beaucoup et que j'avais envie d'avoir. Et j'avais oublié un peu ce que j'avais mis sur cette liste et au moment de découvrir les cadeaux, donc j'étais super heureux. Et vraiment là je me dis que c'est deux romans que j'avais envie d'avoir. Le premier c'est la suite de La Servante écarlate, Les Testaments de Margaret Atwood. J'ai pas encore lu La Servante écarlate, mais je sais qu'en 2021 ça va y passer. Et honnêtement, en fait, je voulais pas trop le commencer en n'ayant pas la suite. Donc là, c'est chose faite. Je suis super content, surtout que j'adore cette édition chez Robert Laffont, encore une fois.
C'est vraiment des superbes éditions qu'ils ont faites pour les Testaments. Et pour La Servante écarlate, là je suis juste super contente d'avoir et je vais donc le lire cette année. Et le deuxième roman, je me souvenais même plus que je l'avais mis dans la liste. Euh, Pareil, j'ai pas les mots mais génial. La Tour de Babylone de Ted Chiang, qui est un recueil de nouvelles SF, donc japonaises. Je sais pas trop de quelle nationalité est Ted Chiang, il faudra que je regarde. Mais en tout cas, c'est pas des nouvelles de SF classique, j'ai envie de dire, c'est un style différent. Et Ted Chiang est très très connu en SF. Il vient de sortir un nouveau recueil de nouvelles, Expiation, je crois. Et c'est les deux seuls recueils qu'il a fait. J'avais très hâte de lire ce recueil depuis que j'ai vu la vidéo de Lolifant qui en parle extrêmement bien. Et voilà, elle a su m'offrir le bon livre que j'ai hâte de lire maintenant. Vraiment, il va aussi y passer cette année, c'est sûr. Donc voilà pour ce petit book haul, et je vous dis logiquement il n'y a plus de book haul sur cette chaîne en 2021 parce que je ne veux plus acheter d'autres livres que les suites de saga et les livres que je reçois gratuitement et que j'accepte. J'espère m'y tenir cette année en tout cas parce que je veux faire baisser absolument ma palle. La neuvième question, c'est un moment qui aura vraiment marqué ta vie de lecteur cette année. Eh bien, il y a un moment qui l'a marqué, c'est évidemment l'ouverture de ma chaîne YouTube et de mon compte Instagram. Depuis, j'ai une sorte de motivation à lire et puis un engouement aussi pour la lecture. Discuter avec vous, avec d'autres booktubers, d'autres bookstagrammeurs, ça me comble en fait de bonheur d'échanger sur un livre que j'ai beaucoup aimé et de voir que d'autres gens l'aiment et qu'on l'aime tous ensemble, c'est beau. Et même sur les livres qu'on n'aime pas. Bref, parler lecture, moi j'adore ça. C'est vraiment quelque chose que je veux continuer à faire en 2021. Je pense pas être très présent sur YouTube, peut-être un petit peu plus sur Instagram, mais je vais avoir un emploi du temps très chargé en 2021 si le Covid décide de nous lâcher un peu la grappe. Et donc j'aurai peut-être pas beaucoup de temps à consacrer à la chaîne. En tout cas, j'essaierai de filmer au moins une vidéo par mois. C'est mon but quand même d'être un petit peu actif et de parler de mes lectures que j'ai faites. C'est au moins le minimum que je m'astreins à faire. Ça aura été le plus beau moment de cette année 2020 côté lecture, l'ouverture de ma chaîne et tout l'engouement qui se sera créé suite à ça, pour moi en tout cas. La 10e question, c'est quelle est la première lecture que tu as décidé de faire pour cette année 2021? Eh bien, moi, j'ai décidé de rester dans Hyperion. Et depuis début janvier, je lis La Chute d'Hyperion, toujours de Dan Simmons. Donc c'est le deuxième tome des Cantos d'Hyperion. J'en suis presque à la fin là, il doit me rester 120 pages à lire. Écoutez, je crois que je tiens là ma meilleure saga all time. La Chute d'Hyperion, ça continue sur le même registre que Hyperion, pas dans la même trame, parce que dans Hyperion, donc je vous avais dit, c'est un recueil de nouvelles déguisées, de 7 nouvelles en gros. Et là, on est vraiment sur une trame linéaire, mais plus dans un space opéra pour le coup. Un space opéra mêlé à tous les sujets qu'on avait déjà dans le premier tome, avec un côté très scientifique, beaucoup basé sur l'intelligence artificielle. Il y a une présence du technocentre, donc qui est un peu le lieu où toutes les IA sont construites et assemblées. Le technocentre va prendre une part importante du récit. Et il y a ça, il y a le Gritch qui continue à semer un peu la pagaille. Il y a toujours les pèlerins, on les suit toujours aussi dans leur quête. C'est toujours aussi génial. J'ai hâte de vous en reparler quand je l'aurai fini, mais pour l'instant, ce deuxième tome, c'est aussi un coup de cœur. Et ça fait un mois que je traîne cette lecture et puis je m'en lasse pas du tout. Donc ça prouve quand même que bien que ce soit dense et qu'on mette du temps à le lire, ça reste génial. Et la 12e et dernière question, pour l'année 2021, as-tu pris des résolutions dans ta vie de lecteur ou des choses que tu ne veux plus faire? Eh bien moi, je vous l'ai déjà expliqué, j'ai plus envie de me contraindre à certaines lectures. Il y a certains romans que je prenais parce que je me fixais des objectifs, donc je les lis, mais je ne fais pas forcément gaffe. Il y a des livres que je prends comme ça parce que je l'ai noté quelque part, il faut que je lise pour en parler parce que ça a un lien avec ça. Et je le lis, mais au final, j'ai pas tant envie que ça de le lire.
Quand je regarde par exemple les vidéos de Cornelius qui nous parle de plein de livres que moi j'ai envie de lire dans tout ce qui est SF et fantasy, c'est des livres comme ça que j'ai envie de lire, et plus de livres pour lesquels j'aurai un vrai coup de cœur, pour lesquels je sais que je vais passer au moins un bon moment. J'ai envie d'avoir que des bonnes lectures, mais ça je pense que c'est l'envie de tous les lecteurs. Mais je sais qu'on peut y arriver en fait si on choisit les bonnes lectures. Bon là le but de cette année c'est de vider ma palle, donc il y aura forcément des livres que j'aimerais moins que d'autres, mais j'espère pas trop en avoir. Et j'espère que pour vous tout se passera bien aussi, et que niveau lecture ou niveau vie perso, tout ira bien. Je vous souhaite le meilleur en fait, et j'espère aussi que vous trouverez le contenu qui vous plaît sur cette chaîne. Et voilà, j'espère aussi pour 2021 qu'on continuera à discuter. C'est vraiment l'intérêt pour lequel j'ai créé cette chaîne et ce compte Instagram. C'est pour discuter de mes lectures et pour échanger, pour partager, pour vous conseiller des romans que j'aime. J'espère que ce bilan vous a plu. Il va être assez long, je pense, mais en même temps, c'est la vidéo où on peut se permettre de blablater un peu plus que d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aller un peu voir mon compte Instagram. C'est là que je donne mes avis détaillés en fait sur mes lectures. Et voilà, je vous souhaite une belle année 2021, que tout se passe bien pour vous. Et on se dit à la prochaine vidéo.